Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'une des meilleures trilogies du cinéma de tous les temps, et oui, rien que ça. Et aussi malheureusement de sa préquelle qui ressemble à un DLC moche fait dans la précipitation. Alors oui, vous l'aurez compris, là je parle des deux trilogies de Peter Jackson, à savoir Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Voilà. L'un est un chef-d'œuvre intemporel et l'autre très longue et très pénible publicité pour figurines en images de synthèse. Alors oui, tout le monde vous a déjà expliqué pourquoi Le Seigneur des Anneaux est génial, que ce soit la musique, les décors, les acteurs et les poils de Hobbit en 35 mm, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est non seulement de revenir dessus, non pas avec des violons et des trémolos dans la voix, mais avec un scalpel. On va voir pourquoi ça marche encore aussi bien aujourd'hui, en 2025, malgré ses 15 heures de runtime, ses regards en coin peut-être un peu trop longs, ses ralentis christiques à la fin de la trilogie, bref. Et surtout, on va aussi parler de l'autre trilogie, le Hobbit, celle qui aurait dû être une aventure simple, modeste et chaleureuse, et qui s'est malheureusement transformée en montagne russe numérisée sous amphétamine. On va expliquer pourquoi et comment le Hobbit, cette trilogie préquelle, a réussi à trahir l'univers de Tolkien, tout en le vidant de sa substance dans la foulée. À coups de GoPro sur des barils dans une rivière, de romances artificielles, de nains sexy, bref. Il y aura largement de quoi parler. Mais ce ne sera pas tout, parce que depuis quelques années, une autre bête rôde autour de la Terre du Milieu, une espèce de récupération, une lecture politique. Vous l'avez sûrement vu passer, c'est-à-dire le Tolkien de droite. Apparemment, Tolkien serait un Nazi. On le voit effectivement à travers les discours politiques, notamment de Giorgia Meloni, mais ce n'est pas la seule. Enfin bref, voilà, qui nous raconte que Frodon est le héros de la tradition, Aragorn roi conservateur, et toute la mythologie qui va avec. Alors on va se poser la question également, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que Tolkien l'aurait validé? Ou est-ce qu'on est juste en train de voir ce qu'Internet fait, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire tordre des œuvres complexes pour y coller son prisme idéologique favori du moment? Alors sans plus attendre, c'est parti, on va plonger dans la comté, dans les mines de la Moria, et dans ce qui reste du bon sens critique, si vous me le permettez. Alors on va commencer avec le premier film de la première trilogie, c'est-à-dire La Communauté de l'Anneau, sorti en 2001, et effectivement le film ouvre la trilogie de fort belle manière. Déjà, premier bon point évident dès le début de ce film, c'est que c'est une masterclass d'exposition. Et pourtant, on commence avec ce qui aurait dû être un gros red flag, avec la voix off qui nous explique le scénario. En général, c'est pas très bien, mais non, là, il s'agit de la narration de Galadriel, qui pose le décor comme un poème noir sur fond de guerre divine. On comprend tout en 5 minutes, avec une musique qui donne envie de se réincarner en anneau maléfique. Juste pour entendre la musique de Howard Shore à son propre enterrement, évidemment, Howard Shore étant le compositeur de l'excellent OST du Seigneur des Anneaux. Et même, cette intro est vraiment excellente, avec Sauron qui débarque avec une poêle à frire géante et des coups de latte façon Tekken 7, c'est juste jouissif, on le voit 5 minutes, il dit pas un mot et pourtant tout le monde sait que c'est le boss final. Comme quoi, parfois le charisme, c'est pas juste une question de dialogue, mais c'est une question de mise en scène. Alors oui, il y a deux versions du film, donc la version standard, celle que tout le monde a vue au cinéma, et la version longue, celle que tes potes insistent pour te la montrer quand tu dis que t'as jamais vu le Seigneur des Anneaux. Et soyons honnêtes, les versions longues sont pas forcément meilleures, elles sont plus longues. Voilà. Parce que techniquement parlant, dans La Communauté de l'Anneau, la version étendue, elle ajoute quoi? Des hobbits qui parlent jardinage pendant 3 minutes, une scène où Sam regarde des elfes passer la nuit comme un touriste japonais qui découvre le Mont Saint-Michel. Enfin, je veux dire, je sais pas, merci mais non merci. Ça alourdit la narration comme un naine qui essaie de courir à 100 mètres. Le seul film où je considère la version longue comme étant objectivement meilleure que la version standard, c'est-à-dire la plus courte, ce serait effectivement le dernier film, Le Retour du Roi, et on en parlera, notamment à cause de la mort d'un certain mage blanc. Et donc voilà, à part l'intro de Bilbo qui aurait dû rester dans la version courte pour présenter le monde des hobbits à ceux qui pensent que Frodon est un nom de shampoing, bah tout le reste on pouvait peut-être s'en passer. Je veux dire, tu veux du lore, lis le Silmarillion, perds ta santé mentale et reviens pleurer dans les bras de Peter Jackson après. Franchement, non, moi je trouve que la version standard est tout à fait sympathique. Voilà. Bon, maintenant, mettons de côté ce débat de PMU et parlons un peu des personnages, puisque là il s'agit effectivement de la Dream Team la plus équilibrée de l'histoire du cinéma. Là c'est clairement une team de RPG avec Frodon, le héros naïf qui prend cher psychologiquement tout au long des 3 films. C'est littéralement un tank mental, on ne peut que l'admirer pour cela. Sam, le faire-valoir le plus fidèle de l'histoire de la fiction, Aragorn, le DPS noble et dépressif parfois, Legolas, l'archer elfique plus 100 en style capitaire, Gimli, nain râleur mais attachant, évidemment le personnage pour moi le plus attachant de la trilogie, Boromir, meilleur personnage de la trilogie, avec sa crise existentielle dès qu'il voit un bijou peut-être qu'il brille un peu trop, mais bon, voilà, Boromir étant quand même l'un des personnages les plus ambivalents et les plus gris de la trilogie, donc on ne peut que le respecter. Évidemment, Gandalf, le mage niveau 80,
80 qui fume toute la terre du milieu en deux sorts. Et faut pas oublier évidemment Merry et Pipin, le petit duo comique, qui se transforme en stratège de guerre dans les DLC suivants avec les Ents. Et cette équipe, bah tu l'aimes, on va pas se mentir. Dès leur réunion à Foncombe, tu sais que tu regardes l'une des meilleures alliances de tous les temps. La dynamique fonctionne, les interactions sonnent justes, et chaque scène où ils partagent l'écran, bah c'est du bonheur pur. Encore une fois, on va parler de Howard Shore, qui nous livre ici une bande originale qui pourrait faire pleurer une pierre. Mention spéciale à la comté, ce thème qui te donne envie de tout plaquer pour ouvrir une taverne au sommet d'une colline. Les effets spéciaux aussi ont incroyablement bien vieilli, notamment la taille des hobbits, avec les illusions d'optique, du split screen, des décors truqués, bref, c'est du pur artisanat et on n'a plus ça aujourd'hui, hein. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu fous un fond vert, 3 IA et t'as un Gollum tout en plastique qui te fait la rat dance. Alors qu'au contraire, dans ce film-là, il y a finalement pas tant de CGI, et pas mal d'effets pratiques, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, le film ne se repose jamais sur un seul effet. Les ambiances, les décors, c'est vraiment sympa, entre les mines de la Moria et la comté, enfin je sais pas. Tu sens effectivement que ces deux décors peut-être appartiennent à deux films différents, et pourtant ça colle totalement, même au niveau du ton. Et à partir du moment où la communauté quitte Foncombe, bah le film devient un pèlerinage. Pas une balade, pas une course, une lente montée vers l'enfer. Tu sens que chaque pas rapproche Frodon d'un truc qu'il ne pourra pas supporter, et pourtant ils avancent ensemble, et en termes de développement de personnage, franchement ça tient bien. Même si le film est très long, finalement il n'est pas lent, il prend son temps. L'action est rare, mais quand l'action est là, elle est chirurgicale. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la Moria, puisque la montée en tension est superbe durant cette séquence, avec l'entrée dans les mines où il y a un certain calme et on est un peu inquiet, la découverte des cadavres, bon la tension monte, la lecture du journal c'est l'horreur, et bam un troll des cavernes qui surgit comme ton anxiété en pleine nuit. La bataille de la Moria c'est le moment où tout bascule. Jusqu'ici l'anneau était un problème lointain, alors que là d'un coup c'est du concret, des flèches d'écrit, des tambours dans le noir, et une ligne que seul Tolkien aurait pu écrire avec autant de classe, c'est-à-dire ils arrivent. Et toi spectateur, tu serres les fesses plus fort que Frodon ne serre son collier. Et bien sûr il y a la séquence avec le Balrog, cette espèce de démon de feu ancestral invincible sorti d'un poème maudit, et Gandalf bien sûr descend affronter ça seul, comme si c'était un vieux voisin relou qui lui doit 50 balles, avec le fameux You shall not pass, vous ne passerez pas, réplique légendaire. Bon. You shall not pass. Que demander de plus? Et évidemment après ça, il y a le deuil, la tristesse, la communauté est en larmes, Frodon ne dit rien, Aragorn prend le lead en serrant les dents, et durant ce moment tu comprends que personne ne s'en tire indemne de cette histoire. Et on n'est qu'aux 3/4 du premier film. Et c'est là où, forcément, il va falloir parler de Boromir, l'homme le mythe, la tragédie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste pour analyser Boromir, tellement ce personnage est bien écrit. Parce qu'il est souvent sous-estimé, hein, le Boromir, mais c'est l'un des persos les plus complexes de toute la trilogie. Je dirais même le plus complexe, hein, voilà. Ne mâchons pas nos mots et disons les termes immédiatement. Fils aîné d'un régent en dépression, élevé pour être un bouclier humain face au Mordor, pressé comme un citron par un père qui met peut-être un peu trop de responsabilité sur ses jeunes épaules, bah forcément le gars a quelques traumas, et pourtant il est loyal, fier, courageux, mais pas infaillible. Et sa chute, elle ne dure que quelques minutes, mais c'est suffisant. Tu comprends pourquoi Boromir veut absolument l'anneau, puisque il a sur ses épaules la responsabilité du Gondor, et donc effectivement il ferait tout pour protéger son royaume, protéger son père, et si pour cela il doit prendre l'anneau, bah il le prendra, et on peut le comprendre. Il voit Frodon, seul, faible, l'anneau en main, et il craque. Frodon fuit, et là, Boromir réalise qu'il a tout gâché, et en quelques secondes, il redevient un homme. Évidemment, ce qu'il fait ensuite, bon, il se sacrifie, 3 flèches, il reste debout, il protège Merry et Pipin, jusqu'au bout, il meurt en héros, et puis évidemment, voilà. Il meurt dans les bras de Aragorn, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, tout est dit, sans que quasiment rien n'est dit, finalement. Cette scène est une claque, c'est la fin d'un homme et le début d'un roi. Vu que d'une certaine manière, Boromir, en mourant, adoube Aragorn en tant que roi, puisqu'il l'appelle My King. Enfin bref. Et le final du film, c'est l'éclatement de la communauté, et surtout la naissance d'un mythe, puisque Frodon décide de s'en aller seul. Sam refuse de le laisser partir, parce que Sam, c'est pas juste un sidekick, c'est pas juste un faire-valoir comique, c'est un tank émotionnel lui aussi. Il plonge dans l'eau sans savoir nager, juste pour rester aux côtés de son meilleur pote. Aragorn, Gimli et Legolas, eux, décident de poursuivre les orques qui ont capturé Merry et Pipin. Ils ne protègent plus juste l'anneau, ils sauvent leurs amis, et parce que c'est ça aussi, être une communauté, c'est pas une mission, c'est un lien avant tout. Et vous l'aurez compris, ce premier film, c'est quasiment parfait. La musique est impeccable, les acteurs sont habités, la mise en scène, elle est élégante sans être tape à l'œil, le rythme est lent mais maîtrisé, l'émotion est permanente et la magie, elle est présente et toujours mystérieuse. Et on peut dire que La Communauté de l'Anneau est peut-être le film le plus pur de toute la trilogie. C'est l'innocence avant la guerre, la promesse avant la douleur et le calme avant la tempête. Et on va pas se mentir, on a tous voulu rejoindre cette putain de communauté, même si c'était juste pour porter la tente. Voilà.
Et donc maintenant on va passer aux 2 tours, et là on rentre dans le ventre de la bête. Et là, le film s'ouvre peut-être sur l'introduction la plus stylée de l'histoire du cinéma, avec effectivement donc la mort de Gandalf qui finalement n'était peut-être pas mort. Puisque là, non seulement il chute avec le Balrog, mais en plus on le suit dans l'abîme, dans un maelstrom de feu et de roches, en train de castagner le Balrog dans les entrailles du monde, comme un vieux prof de philo qui tape son inspecteur à coups de bâton magique. Et cette intro est une pure leçon de mise en scène. On repart sur une image connue, puisqu'on a déjà vu la mort entre guillemets de Gandalf, on l'étire, on l'expose, et on te dit subitement, bah attention, hein, ce film ne va pas jouer dans la même cour que le premier. Pas de long prologue avec Galadriel, pas de hobbit bucolique, juste un Gandalf en sueur qui explose un démon millénaire à main nue. Et c'est là que les 2 tours prend un virage assez risqué, narrativement parlant, puisque là, le film se divise en 3 fils narratifs distincts. Donc, Frodon, Sam et Gollum qui se dirigent vers le Mordor, Aragorn, Legolas et Gimli avec leur course-poursuite pour retrouver Merry et Pippin, et Merry et Pippin eux-mêmes kidnappés par les orques, puis protégés par les Ents. Et ce choix est extrêmement osé parce que là, on a quitté un film centré linéaire épique avec un seul groupe uni pour un schéma éclaté, fragmenté, où la menace est diffuse et où les personnages sont éparpillés. C'est un peu comme si Harry Potter 1 était suivi d'un film, donc le 2, où Harry part seul se battre contre le basilic, Ron se bat tout seul contre Aragog, et Hermione fusionne avec un arbre. Et ça, bah ça aurait pu foirer. Mais ça foire pas, parce que Gollum vole le film littéralement. C'est pas juste un rôle secondaire, c'est une performance historique, hein. Il est dégoûtant, il est flippant, il est imprévisible, mais surtout il est touchant, parce que Gollum, c'est ce que Frodon pourrait devenir, c'est un miroir déformant de Frodon. S'il se laisse, comment dire, tenter par l'anneau unique, évidemment. C'est un miroir, c'est une tragédie, c'est une bête décharnée qui se débat contre elle-même. Et ce que Peter Jackson et Andy Serkis, donc l'interprète de Gollum, ont réussi ici, c'était du jamais vu à l'époque. Tu crois qu'il y a 2 personnages, donc Gollum et Sméagol, et tu crois qu'ils se battent durant la nuit, mais en fait tu réalises que c'est le même être, en train de perdre son humanité à chaque phrase. Et la fameuse scène du monologue schizophrène de Gollum est un chef-d'œuvre d'animation, d'acteur et de montage. Elle justifie à elle seule que ce film soit juste pas un simple pont entre 2 films, entre la communauté de l'anneau et le retour du roi. Et ce n'est pas un hasard si, à partir de ce film, Frodon devient lentement insupportable, parce que l'anneau le bouffe, tout doucement mais littéralement. Et que Gollum, malgré son côté monstrueux, fait plus pitié que peur. Et bon, donc ça c'est la première intrigue, maintenant on passe à la seconde intrigue, avec Théoden, Grima et Éowyn, et là clairement c'est du pur Game of Thrones avant l'heure. Entre trahison, héritage, roi zombifié, guerre civile à l'horizon, mais tout ça avec des cheveux propres et de la vraie loyauté. Et là encore Peter Jackson fait un move très malin, il te montre le quotidien des hommes avec leurs failles, leurs faiblesses, leur cœur et l'interne, et il te dit ok, tu veux sauver ce monde, bah voilà ce que tu vas devoir protéger, des fermiers, des enfants, des vieillards qui fuient leur pays, pas des héros, juste des gens finalement. Et au milieu de tout ça, il y a Éowyn, qu'on présente comme une princesse de fantasy classique, mais qui cache une fêlure profonde, et Aragorn, qui refuse encore son destin, même si les gens l'implorent. Et puis arrive évidemment Helm's Deep, donc le gouffre de Helm, évidemment. Et donc, on va se poser une question simple, comment rendre une bataille de 40 minutes palpitante du début à la fin, sans que ça devienne chiant? Et Peter Jackson y répond, avec une méthode d'une clarté redoutable, bah, la structuration de bataille, comme s'il s'agissait d'un scénario. Et clairement, d'ailleurs, c'est un scénario. Puisque chaque étape du siège suit un crescendo narratif. Déjà, la mise en tension, c'est-à-dire l'attente, les visages, le silence, les gouttes de pluie, tu sens que ça va mal finir, le premier contact avec les flèches, les échelles, les froids, personne ne sait si la forteresse va tenir, la première faille avec l'explosion de la muraille, et là tu comprends, bah ça va mal se mettre, le combat au corps à corps avec la fatigue, le désespoir et l'appel à la cavalerie, avec Gandalf qui débarque à l'aube, hein, voilà. Chaque phase de cette bataille apporte une nouvelle problématique, un changement de rythme et un danger renouvelé. Et à chaque fois qu'on croit que c'est fini, que c'est le climax, que c'est l'apogée, eh bien Peter Jackson remonte la tension d'un cran. La mise en scène, elle, est lisible, rythmée et viscérale, puisque ce qui frappe dans Helm's Deep, c'est la lisibilité du chaos, puisque les armures sont noires, ok, et il fait nuit, mais chaque camp a des formes claires, des silhouettes qui sont aisément reconnaissables. La caméra est mobile, mais jamais épileptique. C'est pas du shaky cam, hein. On voit l'action parfaitement, et justement, puisqu'on parle de l'action, elle est violente, mais jamais confuse. C'est un peu l'anti-MCU, d'une certaine manière. Tu sais qui est qui, tu sais qui est où, tu sais pourquoi ça panique, et tu sais qui meurt. Et surtout, tu ressens le poids de chaque mort. Les archers sont des paysans, les soldats tombent comme des sacs de pommes, et même Gimli, notre clown barbu, prend des coups et prend cher. Peter Jackson n'essaie pas de faire stylé, il essaie de te dire « Regarde ce que c'est qu'une bataille désespérée ». Et pourtant, malgré tout ce gravitas, eh bien il y a des blagues, des moments de répit. Gimli qui râle parce qu'il voit rien, et Legolas qui fait son body count, Aragorn qui joue les babysitters de fortune, mais jamais ça ne désamorce la tension. Au contraire, ça la rend supportable. C'est le rire nerveux du condamné, d'une certaine manière. C'est ce qui empêche le gouffre de Helm de devenir indigeste ou misérabiliste. Et à la fin, comme je l'ai dit, la lumière, puisque Gandalf arrive à l'aube, les Rohirrim dévalent la pente, les orques sont écrasés, la scène est filmée comme s'il s'agissait d'une résurrection, la lumière est éclatante, le roi est revenu, la foi est restaurée, c'est kitsch un peu, mais après 3 minutes de pluie, de sang, de larmes, c'est le genre d'image qui ferait pleurer même un Terminator. Et vraiment, le gouffre de Helm, Helm's Deep,
en version originale, c'est pas juste une baston, c'est une leçon de structure. C'est une tragédie collective, un arc de rédemption pour Théoden, une renaissance pour Aragorn, et une déclaration d'amour au genre de l'heroic fantasy. Le plus fort, c'est que Jackson ne cherche jamais à te dire « Ouais, regarde comment c'est cool !» Il veut juste te faire ressentir l'ampleur du sacrifice des personnages. C'est pas fini parce qu'il y a aussi l'autre intrigue qui reste, avec Merry et Pippin qui discutent avec des arbres. Pourquoi pas Frodon qui frôle la mort à chaque pas et Gollum qui sombre dans la schizophrénie, on en a déjà parlé. Et pourtant, le film reste fluide. Même les parties molles, comme les Ents, quoique les Ents, moi j'aime bien cette partie, hein, mais bon, peu importe, c'est pas forcément... pas beaucoup d'action, quoi. Bon, la romance entre Éowyn et Aragorn, toutes ces parties un peu molles ont un sens quand même, puisqu'elles te montrent l'autre visage du monde. Celle qui peut-être ne peut pas se battre, celle qui doute, celle qui hésite, et quand les Ents décident enfin d'agir, c'est peut-être le moment le plus cathartique du film. Et donc le bilan des 2 tours, c'est des scènes d'action mythiques, c'est une introduction de Gollum incroyable, personnage majeur et qui, bon, clairement, va redéfinir l'histoire du cinéma, je pense qu'on peut le dire. Les peuples humains sont explorés et on comprend pourquoi Aragorn et ses potes veulent les protéger. C'est un peu le crépuscule de l'innocence et la mise en place du désespoir pour la suite. Mais après, il y a quand même quelques défauts, hein, voilà. La structure, encore une fois, est éclatée, et je trouve que c'est très bien géré, mais ça fait un peu chier parfois. C'est un peu lent. Le rythme est un peu bancal en milieu de film, et il y a certains ajouts de Peter Jackson qui sont discutables, comme le rêve elfique d'Aragorn dont on aurait pu se passer. Mais malgré ça, les 2 tours restent un pivot essentiel. C'est pas le plus fun, c'est pas le plus magique, mais c'est probablement le plus dur, le plus réaliste, le plus humain de la trilogie. C'est justement le passage à l'âge adulte du Seigneur des Anneaux, je pense, en tout cas cinématographiquement parlant. Allez, alors maintenant, on va passer enfin à la dernière pierre de cette trilogie, bien évidemment. Il s'agira du Retour du Roi, qui n'est pas juste un film, c'est plus une cérémonie de clôture. Là, la Terre du Milieu est à bout de souffle, et toi aussi, en tant que spectateur, t'es un peu à bout de souffle également. Mais tu veux rester, parce que tu veux voir jusqu'où l'histoire va oser aller. Et clairement, elle ose. Parce que, déjà, on commence avec un meurtre, puisque là, l'introduction, c'est pas une bataille, c'est pas un discours, c'est pas Galadriel qui nous raconte sa vie, c'est juste 2 hobbits qui découvrent l'anneau, même si techniquement, Sméagol n'est pas tout à fait un hobbit, je crois qu'il appartient à une race qui sont des cousins des hobbits, mais qui sont pas vraiment exactement des hobbits, bref. Voilà, les experts du Seigneur des Anneaux pourront me corriger dans les commentaires, mais bref, en tout cas, on va dire 2 hobbits, entre guillemets, découvrent l'anneau, et l'un qui étrangle l'autre pour le garder. La scène est assez calme, posée, silencieuse, et finalement assez malsaine. Et c'est là où repose toute l'idée du film. Ce film, donc, ne sera pas juste un feu d'artifice de bataille, ce sera un peu la fin d'un poison, en fait. Et c'est un peu là toute l'idée du film, c'est-à-dire que ce film ne sera pas juste un feu d'artifice, et ce sera pas juste des grosses batailles stylées, non, non, non. Ce sera un truc, ce sera un développement de personnage, une chute dans les ténèbres, et ça va faire mal. Et donc déjà, là, on va sortir du placard le fameux débat de piliers de bar sur alors quelle est la meilleure version entre la version standard et la version longue. Alors là, bon, par contre, je serais obligé de me mettre du côté des mecs qui kiffent la version longue, parce que évidemment, dans la version longue, on voit Saruman crever, alors que dans la version standard, on sait même pas ce qu'il devient, c'est quand même assez fou. On te dit non, 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 il reste dans sa tour, c'est bon. C'est quand même ironique. Et clairement, la seule vraie raison, en ce qui me concerne, de regarder la version étendue du Retour du Roi, c'est la mort de Saruman, hein. Pas juste pour voir des elfes qui pleurent ou des trolls qui parlent, c'est juste pour voir Saruman mourir poignardé comme un vulgaire comptable corrompu. Et ça fonctionne parce que c'est sobre, parce que ça te dit, les grands méchants tombent aussi comme des chiens, sans gloire. À côté de ça, il y a le plan d'Aragorn, qui est donc, on va dire, Ghostbusters version monarchique. Faut le dire clairement, hein, l'armée des morts, c'était risqué. Sur le papier, c'est cool, puisque c'est des squelettes verts qui volent, ils passent à travers les murs et ils font le ménage. Mais bon, et de notre côté, c'est un peu un Deus Ex Machina, hein. Et là-dessus, le montage cinéma est une véritable leçon de tension. Aragorn entre dans la grotte, on ne voit plus rien. 45 minutes plus tard, eh bien, boum, les fantômes déboulent, tout est sauvé, tu chiales. Mais dans la version longue, c'est un peu, bon, voilà, Aragorn qui joue à cache-cache avec des crânes, les fantômes qui lui font des blagues, Gimli qui tombe, tout le monde fait un tour en bateau, bref. Du coup, l'effet dramatique s'écrase un peu et tu sais trop tôt que ça va bien se finir. Donc voilà, ils ont bien fait de couper un peu cette séquence dans la version standard. Et ensuite, il y a effectivement la bataille de Minas Tirith, puisque la scène est titanesque. Contrairement à la bataille du Couvre de Helm, là, par contre, c'est beaucoup moins structuré, puisque c'est le chaos absolu, avec des Mumakil, donc les éléphants géants, des balistes orques, des Nazgûl qui plongent dans la foule, des dragons zombies, et malgré tout ça, tu comprends quand même ce qui se passe. Jackson filme tout ça comme un joueur d'échecs. Chaque mouvement est stratégique, chaque point d'entrée a du sens. Au milieu de ce bordel, il te balance quand même quelques scènes d'anthologie, Gandalf versus le roi sorcier, Éowyn versus le roi sorcier avec le fameux I am no man. Voilà, c'est très cathartique. Les petites blaguinettes de Gimli et Legolas se balancent, c'est toujours sympathique. Et à côté de ça, il y a Sam, Frodon et Gollum qui représentent clairement le cœur du film, puisque ce sont les seuls persos principaux à ne pas participer à la bataille. Et pourtant, ce sont eux qui peuvent réellement gagner la guerre, de façon un peu ironique, puisque chaque pas de Frodon est une agonie, chaque regard de Gollum est une trahison potentielle, et chaque mot de Sam est un pansement sur une âme en miettes. Cette partie du film est assez intimiste, assez sale, assez étouffante, on n'est plus dans de la grande épopée, on est dans l'histoire d'un mec qui perd son humanité au ralenti. Et la cerise sur le gâteau, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce film, et dont on parle assez peu finalement, hein,
dans les gens qui font la review du Seigneur des Anneaux, c'est qu'à la fin, Frodon échoue. Hein. Il veut garder l'anneau, il cède. Hein. Et c'est Gollum, par son obsession, qui, au prix de sa vie, et sans vouloir le faire exprès en réalité, permet à l'humanité de gagner, finalement. C'est pas un héros qui sauve le monde, c'est Gollum. Évidemment, il voulait pas sauver le monde, mais par sa propre connerie, par sa propre maladresse, il essaie de récupérer l'anneau et plonge dans le feu avec l'anneau dans la main. Donc, forcément, voilà. Et c'est un peu le monde qui se sauve lui-même malgré les héros, quoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le fait que Frodon cède totalement à la fin et qu'il refuse de détruire l'anneau lui-même, ça j'ai trouvé que très adulte finalement. On est vraiment loin du côté très innocent de la comté, de la communauté de l'anneau, et là clairement on est dans le protagoniste Journey to Villain. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé. Cela étant dit, le film est pas parfait puisque il y a beaucoup de fins. On va pas se mentir, il y en a trop à la fin du film, il y a trop d'épilogues. Parce que quand tu crois que c'est fini, mais non. Il y en a encore une scène, encore un adieu, encore un plan en contre-plongée sur un regard qui tremble. Mais ça peut être justifié, parce qu'on vient quand même de passer 9 heures avec ces personnages. On a vu leurs blessures, leurs deuils, leurs victoires amères. Et donc d'une certaine manière, on a un peu besoin de ces scènes. On a besoin de pleurer avec eux. Donc le couronnement d'Aragorn, la révérence au Hobbit, la comté qui ne les reconnaît plus, Frodon qui ne peut plus vivre dans ce monde après tous les traumas qu'il a subis, la traversée vers l'ouest. C'est sympa, c'est un peu trop, mais c'est quand même la fin d'une époque. Donc j'ai envie de dire c'était justifié. C'était trop, mais c'était justifié. Et donc, si on devait conclure cette première partie de vidéo, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est l'un des plus grands miracles industriels du cinéma moderne. C'est une adaptation fidèle et créative, des effets spéciaux qui tiennent encore la route, une structure en crescendo narratif, une galerie de personnages mémorables, et surtout une âme. Tu peux trouver des films plus beaux, même mieux écrits en fait, hein, parce que je suis pas forcément un énorme fan de la trilogie de Peter Jackson. J'ai beaucoup d'admiration, mais la plupart de mes tropes préférés ne sont pas forcément présents dans le Seigneur des Anneaux, on va dire, mais j'ai un immense respect pour, on va dire, le miracle qu'est cette trilogie. Et même si effectivement on peut trouver des films peut-être mieux écrits au demeurant, je pense que jamais on ne verra une trilogie aussi complète, humaine et parfaitement exécutée, surtout à une époque où le genre de la fantasy au cinéma c'était mort et enterré. Donc franchement, on ne peut que respecter Peter Jackson pour cela. Allez, maintenant on va passer à la suite de la vidéo en parlant un peu effectivement de, comment dire, la récupération politique assez actuelle de ces derniers temps de l'univers de Tolkien. Voilà, on va en parler un peu, tout tranquillement, et ensuite après ça, on passera effectivement à la chute totale et à la honte absolue, qui est la trilogie du Hobbit, par le même Peter Jackson, qui a clairement, on va dire, chié dans la colle. Voilà, si je puis me permettre. Alors on va commencer tranquillement. Bon déjà, pourquoi cette tendance ? Pourquoi le Seigneur des Anneaux plaît-il autant à cette mouvance ? Bon alors, selon moi, et c'est mon analyse personnelle, je pense que ça vient, en fait, de la nature très manichéenne de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et encore une fois, la nature perçue comme étant manichéenne et binaire. Hein. Je dis pas que c'est ce que je pense, hein. Je dis pas que le Seigneur des Anneaux est une œuvre binaire. D'ailleurs, dans ma vidéo sur Boromir, je dis justement que c'est pas ce que je pense, voilà. Mais en tout cas, beaucoup pensent que c'est le bien contre le mal, qu'il y a un affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, entre les forces des gentils et les forces des méchants, une lutte binaire où les gentils affrontent les méchants sans aucune ambiguïté. C'est comme ça que certaines personnes perçoivent l'œuvre, en fait. Et ce genre de narration, avec son absence de zone grise, offre un cadre moral plutôt rassurant, puisque peu importe ce que le camp du bien fait et accomplit, et même tous les meurtres qu'ils font et les guerres, tout ça, bah, ils resteront toujours du côté des bons, d'une certaine manière. Car la situation est présentée comme étant désespérée, une guerre juste contre un ennemi absolument inhumain. Puisque là, il s'agit pas d'humains ni quoi que ce soit, ou de gens comme nous, non, non, il s'agit d'orques, de trucs vraiment d'un autre monde. C'est ça le truc. Voilà quoi. Totalement dénué d'humanité, donc on peut lui faire ce qu'on veut à cet ennemi, on peut se défouler, et à la fin, on reste quand même les gentils. Et donc, pourquoi ça me parle pas, en fait ? Bah déjà, pour ceux qui me connaissent, ce genre de vision simpliste me dérange profondément, parce que, voilà, encore une fois, si vous me connaissez un peu, vous savez que mes personnages préférés sont souvent ceux qui suivent une sorte d'arc de personnage de chute morale. J'aime beaucoup les histoires où les protagonistes commencent du bon côté mais finissent par basculer dans les ténèbres. Des personnages comme Martin Walker dans Spec Ops The Line, Joel dans The Last of Us, Walter White dans Breaking Bad, Michael Corleone dans Le Parrain et surtout Le Parrain 2. Bref, j'aime beaucoup ces arcs parce qu'ils montrent la complexité humaine de ces personnages. Personne n'est entièrement bon, entièrement mauvais, et les choix que l'on fait peuvent nous transformer de manière inattendue. Mais voilà, ce genre de nuance, de multidimensionnalité, bah c'est souvent ce qui dérange dans certains cercles politiques. Pour ces gens-là, si ton histoire commence à remettre en question les rôles des gentils et des méchants, bah en fait t'es forcément un gauchiste, ou un bien-pensant. Alors que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, bon, me qualifier de gauchiste, ce serait quand même assez marrant. Bon bref, je parle pas trop de ma vie, de toute la manière ça n'a pas d'intérêt, mais voilà. Et si en plus tu oses apprécier des personnages qui connaissent une rédemption, tels que Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, bah alors là c'est le bonbon. Alors on va te traiter de communiste ou de progressiste dégénéré. Ce qui est d'autant plus cocasse puisque certains de ces braves droitards se qualifient eux-mêmes de giga-chrétiens, et je cite. Mais justement, il me semblait quand même que le concept de rédemption était quelque chose d'éminemment chrétien. Mais alors, on se pose la question, est-ce que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre de droitard ?
Mais oui, c'est la vraie question. Est-ce que le fait que certains de ces hurluberlus s'approprient ces thématiques, est-ce que ça en dit plus sur eux ou sur l'œuvre en elle-même? Et c'est ce qu'on va essayer de démêler par la suite dans cette vidéo justement, parce que si on gratte un peu, on se rend compte que le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus subtil et complexe qu'un simple récit de gentils contre les méchants. Et c'est pas juste, ouais, on va faire la guerre, on est trop viril, on est trop testo, comme dirait l'autre, voilà, et on va défoncer les gauchistes ou je sais pas quoi, je sais pas, bref, clairement, c'est pas aussi simple que ça. Alors, déjà, on va parler tout tranquillement, de la figure de l'héroïsme dans le Seigneur des Anneaux, et du fait que, il y a un malentendu, manifestement, parce que certains fans, notamment ceux, convictions politiques marquées à droite, on va pas se mentir, parlent du Seigneur des Anneaux avec une vision très caricaturale de l'héroïsme, parce que pour eux, l'œuvre tourne autour des figures classiques de la fantasy, c'est-à-dire le chevalier étincelant avec Aragorn, les rois nobles avec Théoden, ou les personnages qui incarnent la force, la virilité et la grandeur. Et Aragorn, dans cette optique, est souvent perçu comme étant le héros ultime, gentil, le guerrier parfait super fort qui sauve tout le monde. Voilà. Le problème, c'est que cette lecture est complètement à côté de la réalité de l'histoire, et en fait, complètement à côté de ce que voulait transmettre Tolkien. Le Seigneur des Anneaux ne célèbre pas tant les figures de pouvoir ou les archétypes héroïques classiques, mais plutôt les petites gens. En fait, c'est les hobbits qui sont mis en avant, et c'est pas juste des enfants fragiles ou inutiles, comme certains peuvent le penser, qu'on porterait à bout de bras jusqu'à la montagne du destin. Non, pas du tout. En fait, ils sont la représentation du petit peuple, des gens ordinaires qui accomplissent l'impossible quand les puissants eux-mêmes échouent à faire ça. Et dans l'univers de Tolkien, les grandes figures de pouvoir, les rois, les chevaliers, les leaders, sont souvent incapables de résoudre les problèmes les plus fondamentaux. Ils sont faillibles, trop souvent aveuglés par leur propre orgueil et leurs limites humaines. Prenons quelques exemples, on va prendre Denethor, le régent du Gondor qui sombre dans le désespoir et finit par se jeter en haut d'une corniche dans une folie nihiliste. Il y a Théoden, le roi du Rohan, qui passe une bonne partie de l'histoire parasité par Saruman, incapable de gouverner ou même de protéger son peuple. Ou même, on va finir avec Boromir, malgré sa bravoure, succombe pendant un court instant à la tentation de l'anneau et meurt en tentant de se racheter. Et, encore une fois, ce sont les plus petits, les plus humbles, qui accomplissent ce que les puissants ne peuvent pas faire. Ce n'est pas Aragorn, ni Gandalf, ni même un roi ou un chevalier qui détruit l'anneau. C'est Frodon. C'est un simple hobbit, accompagné de Sam, son ami jardinier, ce sont eux qui accomplissent l'acte ultime. C'est pas les héros testostéronés que certains fans semblent idolâtrer. Je suis désolé, mais la victoire sur Saruman, c'est des hobbits. Et la communauté, avant tout. Et encore une fois, on va prendre l'exemple de Saruman. C'est pas une armée de chevaliers brillamment armés ou un héros traditionnel qui le défait, non, pas du tout. Saruman est détrôné par les Ents. Je suis désolé. C'est des frères, c'est des arbustes. C'est des simulacres, les mecs. C'est des créatures millénaires. Mais voilà. Et encore, l'espèce de tronc d'arbre, là. Il déboîte Saruman, mais c'est grâce à l'impulsion donnée par Merry et Pipin, deux hobbits, je le rappelle, qui sont souvent considérés comme des personnages comiques ou secondaires. Et pourtant, ils sont décisifs dans cette victoire, montrant une fois encore que c'est les petits, c'est les tout mini, les petites gens qui sont essentiels dans cet univers. Et clairement, il y a une vision biaisée de l'héroïsme dans le Seigneur des Anneaux. Et c'est ironique, parce que quand les droitards parlent du Seigneur des Anneaux, ils semblent passer à côté de cette réalité fondamentale. Ils idolâtrent Aragorn comme étant le héros ultime, le parangon de la force et de la noblesse, et projettent sur l'œuvre une vision caricaturale de l'héroïsme classique avec le chevalier en armure brillante, le plus beau, le plus fort, il est trop bien, il est trop stylé, voilà. Celui qui sauve la situation, mais sauf que la vérité dans le Seigneur des Anneaux, ça correspond pas du tout à cette vision simpliste. Les puissants échouent systématiquement, et c'est par l'alliance des plus faibles, entre guillemets, des humbles, des petits, que les grandes victoires sont remportées. Aragorn lui-même, aussi noble et courageux soit-il, n'est qu'un maillon dans cette chaîne, loin de l'idéal unique du héros que certains veulent voir en lui. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, apparemment, selon certains, le Seigneur des Anneaux aurait été écrit par Tolkien comme une œuvre un peu guerrière, en mode ouais, je vais apprendre aux générations futures à pouvoir se lever, à se battre pour protéger la culture européenne ou je sais pas quoi, nanani, la guerre c'est trop cool, en gros voilà. Tuer des orques, voilà, tuer des ethniques, on va pas se mentir, parce que selon certains, voilà, il y aurait un parallèle à faire entre les orques et les barbus, pourquoi pas, voilà. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, désolé, parce qu'on pourrait croire en surface que le Seigneur des Anneaux glorifie la guerre, des batailles épiques, des armures scintillantes, des chevaliers qui affrontent le mal incarné. Mais si on creuse un peu, on comprend rapidement que Tolkien, lui, voyait la guerre tout autrement. Parce que lui, contrairement aux bandeurs de guerre qui n'ont jamais fait la guerre, lui, il a vécu les horreurs de la Première Guerre mondiale. En première ligne, en particulier la bataille de la Somme, où près de 500 000 jeunes hommes ont trouvé une mort totalement insensée. Ces expériences ont profondément marqué sa vision du monde à Tolkien, et transparaissent tout au long de son œuvre. La guerre dans le Seigneur des Anneaux, c'est un mal nécessaire, mais jamais glorifié. Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, ou aiment imaginer, le Seigneur des Anneaux ne célèbre pas la guerre. C'est pas un livre qui met sur un piédestal des chevaliers en armure brillante qui combattent joyeusement pour le bien. Non, au contraire, Tolkien décrit la guerre comme un
fléau, une nécessité tragique imposée par les circonstances, mais jamais une fin en soi. Prenons un exemple frappant, les marais de la mort, que l'on peut voir dans les Deux Trônes, il me semble. Cette sinistre étendue où Frodon, Sam et Gollum traversent des eaux hantées par des visages de cadavres est une métaphore directe des champs de bataille de la Somme. Tolkien a vu lui-même des paysages transformés en cimetières à ciel ouvert, ou des corps, parfois même les corps de ses amis gisant abandonnés dans la boue. Bref, c'est une image qui lui est restée et qu'il a traduite dans son récit. Non pas pour glorifier, mais pour montrer la futilité et les horreurs de la guerre. Et pas pour dire, ouais, regarde, je suis trop testo. Vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. Ou comme l'autre, là, qui dit, ouais, les chevaliers se tapaient dessus avec leur matraque de trisomique, c'était trop stylé. Non, oui, d'accord, ok, si tu veux. Ok, d'accord, frérot, ok, super, vas-y. Encore une fois, Le Seigneur des Anneaux, c'est un rejet de la glorification de la guerre. Tolkien n'a jamais caché son mépris pour la guerre en tant qu'institution. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrivait d'ailleurs à son fils Christopher, qui était donc aviateur lors de la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, pour lui dire que participer à la guerre n'avait rien de glorieux. Il lui rappelait même que même s'il devait accomplir son devoir, cela n'effaçait pas l'absurdité et la souffrance inhérente au conflit. Et cette philosophie transparaît encore une fois dans les dialogues de certains de ses personnages, tels que Faramir, par exemple, qui exprime directement cette idée lorsqu'il déclare, et je cite, « Je ne désire ni l'épée, ni la flèche, ni la guerre, mais je désire seulement ce que je défends. » Un truc comme ça, hein. Je me rappelle peut-être mal de la citation de Faramir, mais bref, voilà, les fans me pardonneront, l'esprit de la phrase en tout cas est identique, plus ou moins. Et clairement, c'est pas un cri de guerre héroïque, mais c'est une déclaration profondément humaine. Faramir ne voit pas la guerre comme un terrain de jeu ou une opportunité de grandeur, mais comme une tragédie imposée par le devoir de protéger ce qui lui est cher. Et en fait, clairement, LSDA, c'est une critique implicite des fantasmes guerriers. Pourtant, certains fans contemporains, évidemment pour ne pas les nommer, hein, notamment parmi ceux qui idolâtrent les figures guerrières, semblent oublier cette nuance. Ils voient dans Le Seigneur des Anneaux une célébration de la violence cool. Tuer des orques, se battre dans des batailles épiques, le gouffre de Helm, incarner le chevalier viril trop testo en armure. Mais ce fantasme est juste aux antipodes de ce que Tolkien voulait transmettre. Dans Le Seigneur des Anneaux, même les victoires sont teintées de tristesse. La destruction de l'anneau n'efface pas les pertes subies, ni les cicatrices laissées par les survivants. Frodon lui-même ne retrouvera jamais la paix, malgré son triomphe. Cette nuance est cruciale. Tolkien n'écrit pas une épopée pour glorifier la guerre, mais pour rappeler son coup terrible et irréparable. Il n'y a pas de chevalier testo dans Le Seigneur des Anneaux, les mecs. Il y a que des humains brisés. C'est pas une œuvre qui met la guerre sur un piédestal. C'est une réflexion profonde sur ses horreurs et ses conséquences. Ceux qui voient des batailles stylées et des chevaliers héroïques ont manqué l'essence même de l'histoire. Tolkien, en tant qu'homme qui avait vu la guerre de près, savait qu'il n'y a rien de glorieux dans le carnage. Il a utilisé son récit pour rappeler que même dans les conflits juste entre guillemets, ce n'est jamais la guerre en elle-même qui mérite d'être célébrée, mais ce qu'on essaie de protéger. Enfin, je sais pas. Apparemment, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien aurait essayé de transmettre une idéologie de justice sans pitié en mode Punisher. Voilà, les orques, ces bâtards, vont les buter en mode... pas que les orques d'ailleurs, hein, on parlera aussi de Grima, en mode oui, justice expéditive. Bas les couilles des gauchistes et de leurs larmes, quoi. Bon. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est même loin d'être le cas, parce qu'encore une fois, certains aiment interpréter Le Seigneur des Anneaux comme une ode à une justice sévère, voire impitoyable, où les criminels devraient être éliminés en mode Frank Castle sans aucun état d'âme, et selon eux, l'œuvre incarnerait une vision anti-gauchiste. C'est un truc de ouf. Opposée à toute forme de compassion ou de rédemption, avec une approche proche justement de celle du Punisher. On tue d'abord et on pose des questions ensuite, et encore c'est pas certain qu'on pose des questions. Mais cette lecture, encore une fois, est totalement erronée. Le Seigneur des Anneaux est en réalité une œuvre profondément humaniste, où la pitié et la capacité de pardonner occupent une place centrale, et pour moi le meilleur exemple de cela, c'est Gollum, évidemment. Puisque si on prend Gollum, l'un des personnages les plus complexes de l'histoire, les plus iconiques certainement, eh bien il aurait été facile pour Bilbon, à l'époque de Bilbo le Hobbit, de le tuer à plusieurs reprises. Gollum est dangereux, manipulateur et une menace constante pour la communauté. Pourtant, aucun d'eux, que ce soit même Bilbon ou Frodon ou même Sam, ne cède à la tentation de l'éliminer, même lorsque l'occasion se présente. Et lorsqu'au début de son voyage, Frodon suggère que Bilbon aurait dû tuer Gollum lorsqu'il en avait la chance, eh bien Gandalf lui répond une réplique assez emblématique, et attention, je cite, « C'est la pitié qui a retenu la main de Bilbon, pitié et miséricorde, pas le désir de frapper sans besoin, et il a été récompensé pour sa pitié, ne sois pas trop prompt à distribuer la mort, même les plus sages ne peuvent pas voir toutes les fins. » Je crois un truc comme ça, hein. Je me suis peut-être trompé au niveau de la citation, mais voilà, en gros, voilà, Gandalf lui dit, frère, il y a déjà assez de mecs qui sont morts, pas besoin de souhaiter la mort encore une fois. La pitié, c'est toujours quelque chose de bien. Et j'ai envie de dire, à chaque fois on dit oui, Tolkien c'était un giga chrétien, bah oui, oui,
Voilà, c'était un giga chrétien et lui, il était pas en porte-à-faux avec sa propre idéologie. Dans le sens où, bon, on va pas se mentir, dans la chrétienté, l'un des concepts les plus importants, c'est la rédemption et le pardon. Et dans Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux, il y a toujours la pitié, il y a toujours le pardon, il y a toujours la main tendue. Bah oui, les frérots, c'est ça en fait le truc. Quand t'es giga chrétien jusqu'à la fin. C'est pas, ouais, giga chrétien, mais bon, parfois, quand les gens doivent tourner, vas-y. Non, c'est pas comme ça, les frères. Et clairement, le passage que je vous ai, maladroitement lu, illustre parfaitement l'idée centrale de Tolkien. Il est facile de condamner et de punir, mais la vraie force réside dans la retenue, dans le fait de choisir la compassion, même envers ceux qui semblent irrécupérables. Et encore une fois, il n'y a pas que ça, il y a plein de moments dans Le Seigneur des Anneaux où les personnages optent pour la pitié au lieu d'une exécution sommaire, et à chaque fois, c'est montré comme quelque chose de positif. On va prendre Faramir. Lorsque Faramir attrape Frodon, Sam et Gollum pour la première fois, il aurait pu les tuer ou même les emprisonner. Mais il choisit de les épargner et de leur permettre de poursuivre leur quête malgré les risques. Même après d'ailleurs, après aussi, hein. Il aurait pu les tuer après. Il le fait pas. Même il les sauve. C'est ça le truc. Aragorn aussi, en tant que chef de guerre et roi, entre guillemets, il n'est jamais présenté comme un justicien impitoyable. Au contraire, il incarne la sagesse, la clémence, les deux qualités essentielles pour diriger. Et même Sam, souvent méfiant et hostile envers Gollum, il le tue pas, alors qu'il y a plus d'une fois où il aurait pu le buter, il n'y arrive pas, il peut pas, parce que c'est un mec bien, il a la pitié en lui, tout simplement. Parce que au final, malgré ses trahisons, Gollum n'est jamais qu'une victime de l'anneau. Et encore une fois, tous ces moments de compassion ne sont jamais présentés comme des faiblesses de gauchistes, mais comme des actes de courage moral. Ce livre, enfin cette trilogie, est une ode à la pitié, pas à la vengeance. La trilogie ne prône pas du tout une justice expéditive et brutale. Elle met en avant une vision nuancée, où la pitié est vue comme une force, pas une faiblesse. Gandalf lui-même est un modèle de cette philosophie. Il préfère guider et conseiller plutôt que frapper sans discernement. Et même face à des ennemis tels que Saruman, il offre des opportunités de rédemption. Et dans cet univers, l'idée qu'une justice sans pitié, entre guillemets, façon Frog Castle, façon Punisher, ça a juste pas sa place. La violence n'est jamais gratuite, la vengeance n'est jamais glorifiée, et même les mecs qui tuent finalement à la fin, ils prennent cher. C'est pas, ouais, tu tues pour le bien, à la limite, parce que ce que fait Frodon à la toute fin, il tue, quand il balance l'anneau, à la fin, c'est le bien qui vainc le mal. Et pourtant, Frodon, jamais il pourra dormir sur ses deux oreilles vis-à-vis de ce qu'il a fait. Il aura toujours quelque chose dans le cœur. Et à un moment, il me semble qu'il dit dans le livre, à la toute fin, j'ai sauvé la comté pour les autres, mais moi, je pourrais jamais vraiment en profiter. Voilà. Et clairement, il y a un parallèle entre ce qu'il dit et l'expérience à la guerre de Tolkien, dans le sens où lui, il a entre guillemets sauvé l'Angleterre, mais lui, sa propre expérience en Angleterre sera jamais la même, puisqu'il a vécu l'enfer, justement. Bref, vous me comprenez, je pense. Autre chose, il y en a certains qui disent que, attention, voilà, les femmes dans Le Seigneur des Anneaux, c'est à la quoi, voilà, la place de la femme, c'est à la bon, écoutez, pourquoi pas. Pas comme si que ça me dérangerait. Voilà, encore une fois, je suis pas le mec le plus gauchiste de l'histoire, voilà. Donner aux femmes des rôles passifs, je trouve pas ça négatif. Voilà, loin de là. Il y a pas de souci. Cela étant dit, c'est juste que c'est pas le cas dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est même pas une question d'idéologie, c'est une question d'exactitude. C'est juste que c'est pas le cas. Voilà. On prend Galadriel par exemple, c'est pas juste une figure maternelle ou mystique, c'est une souveraine puissante, dotée d'une autorité politique et spirituelle sans précédent. Voilà, c'est elle qui guide et conseille la communauté, tout en portant l'un des 3 anneaux des elfes. Donc elle incarne une sagesse, une puissance, voilà, c'est pas la meuf qui va préparer le mafé à la cuisine, les frérots. Elle pourrait le faire d'ailleurs, et je mangerai le mafé, c'est un de mes plats préférés, là-dessus y a pas de souci, mais je veux dire, bon... aussi, il y a aussi de l'exactitude, tu vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, si j'avais écrit Le Seigneur des Anneaux, peut-être que les femmes auraient un rôle plus passif. Ça j'en doute pas. Voilà, vous me connaissez, parfois, je crache un peu sur le woke, donc je vais pas cracher sur le fait que les femmes aient des rôles passifs. C'est juste que là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et évidemment, on parle de Galadriel, si on parle d'Éowyn, c'est juste ridicule. Elle renverse totalement et complètement les clichés de la demoiselle en détresse. Elle refuse de rester à l'arrière pendant la bataille, elle se déguise en homme pour se battre sur le champ de bataille encore une fois, et son moment de gloire, c'est de tuer le putain de roi sorcier d'Angmar, l'une des figures les plus redoutées du mal. Après qu'il ait déclaré qu'aucun homme vivant ne peut le tuer, Éowyn lui répond alors, je suis pas un homme, frérot. Voilà. Donc bref, c'était un des moments les plus mémorables de la trilogie, et ça montre que Tolkien accorde aux femmes un rôle actif et essentiel dans la lutte des forces contre le mal. Moi je suis désolé, mais Tolkien en 1950, franchement, il était quand même ultra progressiste, les frérots. Franchement, si tu translates la position de Tolkien à l'époque avec la position qu'il aurait eu à l'heure d'aujourd'hui, je pense que franchement, la vérité, il serait ultra à gauche. Hein. Je dis pas forcément qu'il serait woke, mais voilà quoi. On va continuer là-dessus, on va parler un peu de l'antimondialisme et l'anti-mélange des cultures qui, encore une fois, c'est pas forcément des concepts que je déteste, hein, attention, hein. Voilà. C'est juste que les mecs qui te disent qu'il y a ça dans Le Seigneur des Anneaux, c'est juste que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que c'est pas vrai, c'est pas que je suis contre ces concepts-là, c'est juste que ce n'est pas vrai.
Voilà, certains accusent Le Seigneur des Anneaux d'être une œuvre prônant le repli sur soi et une opposition au mélange des cultures, en mode voilà, chacun de son côté, avec des races bien définies, et voilà, pas de melting pot, quoi. Sauf que bah non, l'histoire contredit totalement cette interprétation. Le principe même de la communauté de l'anneau repose sur l'idée que des individus de cultures, de races et d'horizons différents peuvent s'unir pour affronter une menace commune. La communauté rassemble des hobbits, un elfe, un nain, un homme et même un sorcier, un magicien, Gandalf étant quasiment une divinité. Bon. Ils surmontent leurs préjugés et leurs différences afin de former un groupe solidaire et efficace. Et un exemple marquant de cela, bah, c'est la relation entre Legolas l'elfe et Gimli le nain. Les elfes et les nains étant quand même, bon, deux espèces plutôt méfiantes et rivales les unes contre les autres, qui auraient pu diviser la communauté. Mais à travers leurs expériences partagées, Legolas et Gimli développent un respect mutuel, qui se transforme en une véritable amitié. Et à la fin, ils deviennent des frères d'armes, prouvant que les différences culturelles peuvent être surmontées. Et encore une fois, Tolkien illustre ici une vision humaniste et collaborative. C'est pas juste en se repliant sur soi-même ou en excluant les autres qu'on gagne, mais en travaillant ensemble malgré leurs différences. Voilà. Encore une fois, c'est pas forcément ma vision des choses. Voilà, je sais qu'on va me traiter de gauchiste. Pas forcément ma vision des choses. Moi, le communautarisme, c'est un truc que je peux apprécier également. Ça a aussi des qualités. Cela étant dit, c'est pas à moi qu'on va me faire croire que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qui prône le communautarisme. C'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai, c'est tout. C'est pas une question de je suis contre, je suis pour. C'est au-delà de ça. Tu lis le livre, normalement, à part si t'es un con qui veut absolument injecter ta vision du monde dans ce que tu lis et dans ce que tu consommes, bah tu vois que c'est pas ce que le mec voulait dire. C'est tout. On va essayer de finir avec la question au-dessus de toutes les autres. Est-ce que Tolkien était d'extrême droite? Bon, là je pense que bon, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusque maintenant, bon bref, je pourrais arrêter la vidéo là, la réponse est évidente, mais on va quand même continuer, hein, sait-on jamais, pour voilà, enfoncer le dernier clou. Donc, évidemment, cette accusation n'a aucun sens. Et ne résiste pas à l'examen des faits. On va, bon, donner quelques exemples, et encore une fois, c'est juste quelques exemples pris parmi une mer de faits facilement vérifiables, voilà, en quelques clics sur Internet. Bon, j'ai relevé 3 faits dans la vie de Tolkien qui montrent que ça n'a aucun sens. Voilà, encore une fois, bon, on va commencer avec le premier. Il fut un temps, dans les années 30, il me semble, où un éditeur allemand, sous le régime, évidemment, NAZI, pour ne pas prononcer le mot parce que, évidemment, je vais me faire striker, a voulu publier son livre. Il me semble que c'était Bilbon. Voilà. Parce qu'à l'époque, le régime de notre ami l'oncle Adolphe, hein, le tonton Adolphe, voulait, comment dire, recréer un mythe nordique en s'appuyant sur les contes et sur les histoires et sur les mythes nordiques justement. Et pour eux, Tolkien, c'était un mec de leur camp, c'était un mec de leur team, d'autant plus que Tolkien, c'est un nom allemand et il est d'origine allemande, de Tolkien. Donc voilà. Donc, ils approchent Tolkien et lui disent écoute, on veut publier ton livre et on te paiera grassement, mais par contre, tout ce qu'on veut, c'est juste un certificat d'arianité. Voilà, on veut que tu nous prouves que tu es bien arien. C'est vraiment un truc qui... Bon, bref. C'est vraiment totalement lunaire, quand même. Totalement lunaire. On te demande un certificat d'arianité avant de prendre les droits de ton livre. C'est complètement fou. Bon, moi, franchement, la vérité, Tolkien, il aurait accepté. Bon, tu sais, c'est un businessman. Tu vois, c'était à l'époque, au début des années 30, bon, c'était un businessman. Tu vois, tu fais ça, bon, même si t'es contre le parti du moustachu un peu vénère d'Allemagne, bon, tu te dis c'est pour le pognon. Mais même pour le pognon, il a dit allez vous faire foutre. Tolkien a refusé, il a même envoyé une réponse à cette maison d'édition, une réponse cinglante, hein, où clairement il exprime son mépris pour leur idéologie raciste. Donc clairement il dit allez vous faire foutre, voilà, comme dirait le directeur de publication d'un certain humoriste, voilà, allez tous vous faire enculer. Aussi, autre exemple, dans son discours d'adieu à l'université d'Oxford, parce que Tolkien était, il me semble, prof là-bas hein, pendant un certain temps de sa vie, hein, un très long moment dans sa vie, t'es prof là-bas, eh bien Tolkien dans son discours a quand même pris une certaine partie de son discours justement pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud de l'époque, montrant clairement qu'il s'opposait à toute forme de ségrégation et aux politiques de discrimination raciale. Et enfin, il a exprimé son mécontentement à son fils Christopher concernant la récupération de la mythologie nordique, dont on a parlé un peu plus tôt, qu'il aimait profondément par nos amis les NAZI, voilà, S à la fin, pour justifier leur idéologie, on va dire, des plus... bon, voilà quoi, le bruit des bottes, comme dirait l'autre, hein, les heures les plus sombres, bon, je vous fais pas un dessin. Bref, voilà, tous ces éléments, et encore une fois, c'est vraiment des trucs au hasard que j'ai pris, hein, j'aurais pu prendre autre chose, montrent que Tolkien était loin d'adhérer aux idées extrêmes, entre guillemets, qu'on tente parfois de lui attribuer. Il avait une vision profondément morale et humaniste, bien loin des caricatures qu'on peut en faire. Donc voilà, encore une fois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, bref... Voilà. Je fais cette vidéo, parce qu'en plus je suis même pas forcément un gros fan du Seigneur des Anneaux, hein. Je l'ai déjà dit, je crois que j'ai fait 2 vidéos sur le Seigneur des Anneaux. J'ai un énorme respect pour Tolkien, je suis pas forcément un gros fan, mais c'est vrai que ces derniers temps, t'as l'impression que, voilà, on essaie de nous mettre dans un genjutsu
Bon, faudrait peut-être un moment poser son pied sur la porte et dire que non, peut-être pas, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, en espérant que cette vidéo soit quand même bien reçue, bien perçue à bon entendeur. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quels sont les autres malentendus que certains mecs de droite peuvent avoir vis-à-vis de Seigneur des Anneaux. Et c'est d'autant plus stupide, parce qu'encore une fois, je veux pas parler de moi ni quoi que ce soit, mais sur certains points, je peux être d'accord avec les mecs de droite, ou même les gens que j'ai name droppé. Je peux être d'accord parfois avec eux, attention, hein. Je vous l'ai dit, je suis pas le mec le plus woke de la Terre, on va pas se mentir. Mais encore une fois, moi ce qui m'énerve, c'est de l'instrumentalisation un peu stupide des œuvres où clairement il y a pas ça, tu vois. C'est ça le truc, c'est que derrière tu l'as lu l'œuvre. Je veux dire, si je l'avais pas lu, tu vois, parce que les gens m'accusent toujours de jamais lire les choses dont je parle, genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux, j'ai rien lu, j'ai jamais rien lu. Mais le problème c'est que si, tu vois. Quand les gens te parlent d'un truc et c'est pas ça du tout, tu vois, tu lis le livre, tu dis mais c'est pas ça en fait. T'as injecté ton idéologie de con dans ce truc-là. C'est pas tout à fait ce que j'ai lu. Et en réalité, c'est pas tout à fait ce que tout le monde a lu. C'est ça le problème. Et maintenant, c'est tellement chaud que même les gauchistes eux-mêmes, ils disent ouais, le Seigneur des Anneaux, une œuvre de faf. Une œuvre de faf. Mais les mecs, j'ai envie de dire limite, on peut même dire que les droitards ont gagné la guerre d'une certaine manière, parce que même si les gauchistes, nos amis, les gauchias, comme dirait l'autre, se disent eux-mêmes ouais, nanani, Tolkien le sistra, c'est que finalement, peut-être qu'ils ont déjà gagné. Peut-être que la guerre est déjà finie. Finalement, hein. Peut-être j'arrive à la fin de la guerre avec ma petite épée, mais je crois que je suis arrivé trop tard. Voilà. Je crois que les jeux sont faits, le sort en est jeté. Bref, on verra bien de toute façon. Alors, le premier film de la trilogie du Hobbit, donc un voyage inattendu comme je l'ai dit, nous présente donc notre ami Bilbon Saquet, incarné par Martin Freeman. On va le dire, c'est un choix de casting plutôt parfait, hein, puisque Martin Freeman incarne à merveille ce Hobbit qui ne souhaite qu'une chose dans la vie, c'est-à-dire rester chez lui, manger des muffins et éviter les ennuis. Mais bien sûr, un jour, un mystérieux sorcier répondant au doux nom de Gandalf débarque à sa porte afin de chambouler son existence. Gandalf lui propose donc de se joindre à une bande de nains afin d'expulser un dragon de leur nation, de leur maison, hein, de leur tunnel, et malgré quelques hésitations, eh bien Bilbon accepte. Et à première vue, le film reste relativement fidèle au livre, en grande partie en tout cas. Parce que oui, les problèmes majeurs qui affligent la trilogie ne sont pas encore totalement évidents à ce stade. En fait, certains éléments fonctionnent même très bien. Déjà, on va regarder ce qui rend ce premier film agréable. Alors, en ce qui concerne les points positifs, je l'ai déjà dit, c'est Bilbon Saquet. Alors voilà, Martin Freeman est tout simplement, je sais pas si on peut dire exceptionnel, en tout cas, il est excellent. Que ce soit ses expressions, sa gestuelle ou son comportement, entre guillemets, de poisson hors de l'eau, en référence à l'expression en anglais, donc fish out of water, c'est-à-dire c'est un cliché hein, du personnage qui débarque un peu dans un monde qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas. Bon. Bah, tout ça, ça colle parfaitement à la personnalité de Bilbon. C'est le personnage central du livre, et c'est le personnage central de ce film, et dans les scènes où il est seul et confronté à des défis, eh bien le film brille. Par exemple, la rencontre entre Bilbon et Gollum est un moment fantastique. C'est un duel verbal, basé sur des énigmes et une masterclass d'interprétation. Des deux acteurs d'ailleurs. Ce sont des moments intimes et introspectifs, et qui font totalement honneur à l'esprit du livre. Là, à la limite, on est clairement dans l'esprit Tolkien. Et au-delà de ça, ce film-là, contrairement aux deux autres qui suivront par la suite, n'a pas oublié que là, il s'agit d'une aventure enfantine, et le film parvient à conserver un ton plus léger que le Seigneur des Anneaux, ce qui est cohérent avec le matériau d'origine. On voit cela à travers les chansons des nains, comme celle dans la maison de Bilbon, et qui ajoute une dimension de conte qui fonctionne très bien. La dynamique entre les nains et Bilbon est amusante, et l'action est relativement inventive, les combats sont assez stylés, surtout lorsque l'on voit un peu le groupe des nains interagir entre eux un peu comme des Avengers, on les voit effectivement disputer des combats particulièrement bien chorégraphiés, et ça met en avant leur style unique et leur camaraderie. Là aussi, c'est très bien. Il y a certains détails ajoutés qui enrichissent l'histoire, comme par exemple la décision de Bilbon de rejoindre l'aventure est davantage mise en avant que dans le livre, hein, parce que effectivement on voit Bilbon hésiter, au début il ne veut pas, finalement il hésite, il en apprend un peu plus sur l'histoire de Thorin, et finalement ça lui donne envie, effectivement, le lendemain matin, de courir après les nains pour les rejoindre, justement. Ça renforce son arc narratif, du petit homme craintif et froussard qui ne veut pas aller à l'aventure, pour ensuite finalement devenir justement quelqu'un qui aime l'aventure et qui vit à travers elle. Donc à la limite, tout ça c'est très bien. D'ailleurs, la façon dont il s'émerveille chez les elfes établit subtilement son futur lien avec eux. Un clin d'œil bienvenu pour les fans. Bon, maintenant, on va quand même parler des choses pour lesquelles vous avez certainement cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire les points négatifs du film. Alors déjà, et encore une fois, là on va pas trop en parler des points négatifs parce que le premier film est dans le moins mauvais, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon déjà, Bilbon perd petit à petit son rôle central à mesure que le film continue. D'ailleurs, on va le dire, c'est l'un des problèmes majeurs de cette trilogie, puisque Bilbon cesse petit à petit d'être le véritable protagoniste. Son arc narratif, qui consiste donc de passer de simple hobbit peureux à héros courageux, est entièrement bouclé à la fin de ce premier film. Et donc, cela laisse 2 films entiers où Bilbon devient un personnage secondaire, puisqu'il a déjà bouclé son arc narratif, et il devient plus un spectateur des événements qui l'entourent, plutôt qu'un véritable acteur de ces événements. Ensuite, bien évidemment, il y a les nains, il y a quand même 13 nains.
dans ce film, d'ailleurs dans les 3 films, hein, il y a 13 nains, bien qu'il y en a certains qui meurent, attention, mais bon bref, voilà. Mais le problème de ces 13 nains, c'est qu'ils sont pour la plupart presque interchangeables. Et le pire, c'est que le Seigneur des Anneaux nous a prouvé qu'il était possible de donner de la personnalité à un groupe important de personnages. Et même si tous n'ont pas besoin d'avoir des arcs narratifs complexes, ils auraient pu au moins avoir des traits distinctifs. Alors que, or, ici, il est difficile de se souvenir de leur nom ou même de se soucier de leur sort. Après, certains comme Thorin reçoivent beaucoup plus d'attention que les autres, mais la plupart de ces 13 nains restent de simples figurants. D'ailleurs, en parlant de Thorin, le chef des nains, il y a quand même un choix clair et net et précis de le représenter comme un espèce d'Aragorn 2.0. Et c'est assez déroutant. Il a une apparence lisse, voilà, un délire un peu BG, un délire un peu Tchad, un peu beau gosse, une barbe soigneusement taillée, qui le font plus ressembler à un héros de fantasy générique plutôt qu'à un véritable nain. Où sont les grandes barbes imposantes, symbole iconique des nains? D'ailleurs, il me semble que l'acteur, lorsqu'il a appris effectivement qu'il incarnerait Thorin, il s'est laissé pousser une méga barbe, et quand il a débarqué au studio de Warner Bros, la première chose qu'on lui a dit, c'est « va te raser frérot, quoi. T'as pas compris ce qu'on voulait faire avec toi, quoi. » Bon bref. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait du studio de production, bah parlons-en un peu. Parce que contrairement à l'ouverture concise et efficace de la communauté de l'anneau, ce film s'enlise dans une longue séquence d'exposition. Les 15 premières minutes d'introduction auraient pu être intégrées de manière beaucoup plus naturelle au récit, et ça ralentit inutilement le début de l'aventure. On voit effectivement un espèce de Bilbon vieux avec notre ami Frodon, juste avant que le Seigneur des Anneaux commence, j'imagine. Et au-delà de ça, il y a une surutilisation du CGI, j'en ai déjà un peu parlé au début de cette vidéo, puisque voilà, tout est saturé d'effets numériques, et alors que le Seigneur des Anneaux utilisait principalement des décors réels et des maquillages des plus impressionnants, hein, des effets pratiques, bah ici tout semble artificiel, et les orques autrefois terrifiants avec un maquillage des plus détaillés sont maintenant des créations numériques uniformes, et même les scènes simples comme monter à cheval, eh bien sont tournées sur fond vert. D'ailleurs, je pense que l'une des anecdotes les plus tristement célèbres de cela, eh bien c'est Ian McKellen, hein, évidemment l'interprète légendaire de Gandalf, qui s'est carrément mis à pleurer, voilà, sur le plateau, contraint de jouer tout seul dans un espèce d'enfer vert. Et ça illustre bien ce problème. Le pauvre Ian McKellen qui voulait très certainement interagir avec les autres acteurs et jouer son rôle, il se retrouve en fait à jouer tout seul dans une espèce de pièce vide et toute verte. Donc t'imagines qu'effectivement le pauvre Gandalf n'était pas forcément content. Voilà, c'est assez triste quand même cette histoire. Donc voilà quoi. Et au-delà de ça, même si, je l'ai déjà dit au début de la review de ce film, c'est pas trop dérangeant, en tout cas dans ce film-là, il y a quand même un déséquilibre de ton qui est quand même déjà un peu présent. Après, je le répète, ce problème deviendra de plus en plus évident dans les suites, mais bon, quand même, dans Un voyage inattendu, ce film montre déjà des signes d'un déséquilibre tonal. Dans le sens où ce qui aurait dû être une introduction légère et accessible à l'univers du Hobbit est souvent alourdi par des tentatives de s'aligner sur le ton épique et sombre du Seigneur des Anneaux, alors que normalement c'est deux ambiances totalement différentes. Par exemple, l'introduction de Thorin comme un héros tragique avec un flashback étendu sur la chute d'Erebor et sa rivalité avec Azog, ces éléments sont trop dramatiques et ne correspondent pas du tout à l'esprit original du livre Le Hobbit, où Thorin est beaucoup plus vaniteux qu'héroïque en fait. Le film essaie de le transformer en une espèce de figure semblable à Aragorn, mais ça crée un décalage avec le ton plus léger de l'histoire. Encore une fois, les scènes d'exposition comme la confrontation entre Thorin et Azog sont souvent filmées de manière grave et héroïque, avec beaucoup de gravitas, ce qui contraste fortement avec les moments plus légers, comme les querelles entre les nains et Bilbon. Et évidemment, l'humour un peu maladroit de Bilbon, surtout au début effectivement du film où il accueille malgré lui tous ses nains, voilà, ça n'a strictement rien à voir, ça coupe en termes de ton, ça n'a rien à voir. À un moment, tu vois Bilbon essayer de protéger son fromage de l'appétit vorace des nains, et 5 minutes plus tard, tu vois effectivement une espèce de flashback où tu vois Thorin déboîter Azog à coups de bûche. Je veux dire, c'est quand même complexe. Et au-delà de ça, le combat dans les montagnes brumeuses où les nains affrontent les gobelins se veut spectaculaire mais vire rapidement dans une espèce d'exagération cartoonesque. Et ces scènes d'action s'étendent bien au-delà de ce qui était nécessaire. Et le résultat est un mélange étrange entre un ton sérieux et un style visuel exagéré, presque cartoonesque. Donc voilà, t'as l'impression qu'en fait le film ne sait pas vraiment sur quel pied danser et quel ton adopter. Un ton épique ou un ton enfantin, il y a un délire. Mais encore une fois, bon, dans ce film ça va, c'est pas trop dérangeant. Ce sera dans les autres films que là clairement ça va devenir un gros défaut. D'autre part, l'un des principaux problème du premier film est son rythme déséquilibré, causé par une tentative de transformer un tiers d'un livre court, je le répète, de 95 000 mots, c'est pas beaucoup, en un film de près de 3 heures, et ça se traduit par des scènes inutilement prolongées et des ajouts qui cassent le flux narratif. J'en ai déjà un peu parlé, mais déjà, l'introduction donc à cul-de-sac, qui est charmante, mais bien trop longue. Ça aurait dû juste être une scène concise pour établir Bilbon, Gandalf et les nains, mais ça s'étire sur près d'1 heure, avec des répétitions inutiles dans les dialogues et les interactions. Au début aussi, avec l'introduction étendue d'Erebor et de Smaug, bien que visuellement impressionnante, aurait pu être aussi
condensées. Ces scènes auraient pu être racontées plus efficacement à travers des dialogues ou même des flashbacks plus courts, comme dans la communauté de l'anneau justement. Et le voyage à travers la Terre du Milieu manque également de rythme. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, eh bien, on alternait efficacement entre exploration, conflit et développement de personnages, eh bien, un voyage inattendu semble souvent s'arrêter pour des scènes inutiles, comme des scènes humoristiques avec Radagast ou des affrontements contre des ennemis secondaires, tels que les trolls ou les gobelins, qui n'apportent pas grand chose à l'intrigue principale. On va revenir très rapidement sur les nains. Clairement, là, il y a un manque de caractérisation, je l'ai déjà dit. Bien que les 13 nains soient des figures centrales de l'histoire, le film échoue à leur donner une identité claire et mémorable. Et contrairement à la communauté de l'anneau où chaque personnage avait une personnalité distincte, la plupart des nains se fondent ici dans un groupe indifférencié. Et il y a seulement quelques nains tels que Thorin Balin et Kili qui reçoivent une attention suffisante. Tous les autres restent des silhouettes anonymes avec des caractéristiques physiques exagérées qui remplacent une véritable profondeur de caractère. On voit effectivement Bofur qui aime bien bouffer du fromage, Bombur qui est le gros et Ori qui est le timide. Bon, c'est un peu quand même léger en termes de caractérisation. Et le film semble trop occupé à insister sur le nombre des nains et sur leurs querelles pour réellement investir du temps dans leur histoire personnelle et leur motivation. Et le film introduit également pas mal de sous-intrigues inutiles et mal intégrées, comme la réunion du Conseil Blanc à Foncombe, qui sert à préparer la menace de Sauron. Et bien que cette intrigue puisse sembler intéressante pour les fans de Seigneur des Anneaux, eh bien elle n'a aucune place légitime dans le Hobbit. Elle distrait de l'intrigue principale et rallonge inutilement la durée du film. Ces scènes centrées sur Gandalf, Galadriel, Elrond et Saruman auraient pu être entièrement supprimées sans affecter du moins du monde l'histoire du Bilbon. Parce qu'encore une fois, le problème de ces films-là, c'est que à trop vouloir les allonger, eh bien on enlève Bilbon du centre de l'histoire. Et à la fin, on voit beaucoup plus limite Saruman que Bilbon, ce qui est quand même un peu chiant. Après, c'est sympa toujours de voir Christopher Lee, bien entendu, rip à lui, mais bon, c'est quand même complexe. Mais bon, voilà, au final, c'est pas une catastrophe, bon, on va le dire, c'est un film correct, mais sans plus. Malgré ses défauts, je le dis, Un voyage inattendu reste et le film de la trilogie Le Hobbit qui reste le plus fidèle au livre d'origine et le plus agréable à regarder, voilà, je dirais. En tout cas, des trois films, c'est plus agréable. Voilà. Les moments qui suivent le livre sont souvent les meilleurs et l'interprétation de Martin Freeman en Bilbon est un point fort. Ça c'est sûr, je l'ai déjà dit. Cependant, dans ce film, on voit quand même pas mal de signes des problèmes à venir. Il y a quand même pas mal de red flags, avec, bon, les personnages tout développés, une dépendance excessive au CGI, c'est-à-dire aux effets spéciaux, et des décisions narratives très discutables. Tout cela, effectivement, dans le but d'allonger la durée des films autant que faire se peut. Et pour conclure avec ce premier volet, moi je dirais que voilà, c'est un film qui mérite peut-être un OK sur 10, quoi. Ça va sur 10. Ça passe sur 10, je dirais. C'est un film qui aurait pu être bien meilleur s'il avait été plus resserré et moins encombré avec les ambitions gonflées d'Hollywood et de la Warner Bros. Mais ça aurait pu être bien pire. Donc à la limite, bon vas-y, voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Le film est sympathique, sans plus. Mais malheureusement, le film ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu 2 autres films. Et c'est là que les choses commencent vraiment à dérailler. Et on continue directement avec notre analyse donc de la désolation de Smaug. Et bien nous y voilà, enfin, le deuxième volet de la trilogie du Hobbit, intitulé La désolation de Smaug. Et soyons clairs dès le départ, ce film est une catastrophe narrative. Puisque si le premier film, malgré ses défauts, parvenait à garder une partie de la magie du livre original, bah ici tout s'effondre. C'est le moment où cette trilogie révèle son vrai visage. Un projet gonflé, dénué d'aucune vision et surtout terriblement désespéré dans sa quête de l'allonger envers et contre tout. Puisque oui, on va le dire, là il s'agit d'une histoire étirée à l'extrême. La mayonnaise n'en finit pas de continuer. Puisque oui, commençons par un fait simple. En fait, dans ce film, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est tout simple, puisque dans le livre, cette section couvre 3 événements principaux, donc du livre original de Tolkien. Premier élément, c'est les nains se font capturer par des araignées. Ensuite, deuxième élément, les nains se font capturer par des elfes. Et troisième élément, les nains arrivent à la montagne solitaire et rencontrent Smaug. Ce sont les 3 éléments narratifs que le film est censé raconter. C'est tout. Il n'y a pas de grande bataille, il n'y a pas d'antagoniste majeur, à part Smaug bien évidemment, rien d'épique. Et c'est parfaitement logique dans le contexte du livre, qui est, je tiens à le rappeler, une bedtime story, une petite aventure légère et linéaire pour les enfants. Mais ici, le film essaie de transformer ce contenu limité, on va dire, en un film de presque 3 heures. Et pour y parvenir, Peter Jackson et son équipe n'ont pas d'autre choix que de remplir les vides avec des inventions douteuses narratives. Voilà, des inventions narratives douteuses plutôt. Bon, déjà, on va commencer avec Sauron et le nécromancien, puisque c'est une espèce d'histoire parallèle de Gandalf qui enquête sur le nécromancien, alias Sauron, qui n'a absolument aucune raison d'être dans cette histoire. Dans le livre, Gandalf quitte périodiquement la compagnie des nains pour aller accomplir des petites tâches mystérieuses. Mais ce mystère faisait partie de son charme. Mais ici, le film décide de nous montrer explicitement ce qu'il fait, ruinant ainsi tout mystère et détournant l'attention de l'histoire principale. Pire encore, ces scènes tentent de lier artificiellement cette trilogie à celle du Seigneur des Anneaux, avec des visions de destruction mondiale et des batailles cosmiques qui n'ont rien à faire avec une histoire aussi intime et aussi petite en termes d'échelle que celle du Hobbit.
Et même si effectivement, il me semble que peut-être on parle une ou deux fois de Sauron dans le Hobbit, ça fait un certain temps que j'ai pas lu le livre, mais peut-être qu'on le name drop une ou deux fois, pas plus, c'est clairement pas un personnage très important dans le Hobbit. Ça, c'est une évidence. De toutes les manières, la gravité du personnage de Sauron, en fait, jouerait complètement avec, comment dire, la légèreté de l'histoire du Hobbit. Ce personnage ne peut même pas rentrer dans l'histoire, tellement le Hobbit c'est vraiment un truc pour les enfants. Bon, toujours dans le chapitre des inventions narratives douteuses, eh bien il y a Legolas, évidemment notre elfe préféré, ou peut-être pas tant que ça, puisque l'apparition de Legolas dans cette trilogie est l'exemple parfait de fanservice mal exécuté. Ce personnage n'est même pas mentionné dans le Hobbit, et son rôle dans le film n'apporte absolument rien du tout. Mais comme cela ne suffisait pas, les scénaristes ont également inventé Toriel, une elfe totalement inventée, originale on va dire, uniquement pour introduire un espèce donc de triangle amoureux inutile avec Kili, Toriel et Legolas. Donc voilà, on passe d'un conte épique sur l'amitié et le courage à une comédie romantique, voilà, avec une espèce de romance interraciale entre elfes et nains. C'est vraiment un peu bizarre, on va le dire. Et Legolas c'est complètement pété dans ces films-là, je tiens à le dire. On en reparlera surtout dans la bataille des 5 armées, mais voilà. Legolas c'est abusé, le gars c'est un super saiyan, vraiment. Le mec se met à voler, enfin je veux dire, quand je dis voler, c'est voler dans l'air. Voler dans les airs, c'est un truc de ouf. Bon, au niveau des trucs un peu inutiles qui ont été ajoutés, bon, on peut parler beaucoup de choses, mais on peut surtout parler de la séquence des tonneaux. Dans le livre, la fuite des tonneaux est une scène modeste, mais on va dire relativement charmante, une petite scène sympathique. On voit Bilbon et les nains s'échapper en flottant dans des tonneaux. C'est simple et efficace, bon voilà. Dans le film par contre, c'est transformé en une séquence d'action ridicule où des orques attaquent, des tonneaux volent dans tous les sens, Legolas saute partout avec la grâce d'un personnage de jeu vidéo. Voilà, on va pas se mentir. C'est comme regarder une cinématique d'Uncharted plutôt qu'un film de fantasy. Enfin, c'est fou. Cette séquence est tellement tirée par les cheveux qu'elle détruit toute tension dramatique. D'ailleurs, c'est dans cette séquence où on se rend compte que les personnages, en fait, c'est juste des Avengers, quoi. Ils sont totalement immortels, ils survivent à tout sans aucune égratignure, on sait que rien de mal ne pourrait jamais leur arriver, c'est quand même un truc de ouf. Quand tu vois cette séquence-là, tu te rends compte que ces gens-là, ils peuvent envahir une nation tout seuls, tellement c'est des super guerriers, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Bon, allez, maintenant, on va reparler d'un problème dont j'ai déjà un peu parlé dans le premier film, c'est-à-dire un voyage inattendu, mais là, bon, ce problème est beaucoup plus hypertrophié. Là, il s'agit effectivement du déséquilibre de ton, puisque la désolation de Smaug, eh bien, montre son incapacité à s'engager dans un ton cohérent en termes de film. Puisque le Hobbit, je le répète en tant que livre, est une œuvre légère et accessible pour tous, surtout pour les enfants, et destinée à être lue comme un conte. Voilà, pour les enfants juste avant qu'ils aillent dormir. Avec des séquences d'aventures fantaisistes et une petite touche d'humour. Bon, mais le film, donc la désolation de Smaug, semble vouloir s'aligner sur la gravité épique du Seigneur des Anneaux. Une erreur qui mène à un clash tonal constant. Prenons par exemple les scènes où Gandalf enquête sur Sauron. Ces moments sont sombres, menaçants, et visent à introduire une tension apocalyptique qui n'existe pas du tout dans le livre original de Hobbit. Que ce soit les visions de ruines, les batailles magiques ou l'apparition de Sauron, tout ça c'est visuellement impressionnant, ok, mais c'est totalement déplacé dans l'univers du Hobbit. Ces scènes jurent avec tous les moments plus légers du film, comme les chansons des gobelins ou les interactions souvent comiques entre Bilbon et les nains, donc je sais pas, il est difficile quand même de passer d'un combat contre un ennemi cosmique, c'est-à-dire Sauron, à une séquence humoristique où des nains se chamaillent sur la manière de faire la vaisselle ou de savoir qui va finir la dernière part de Gruyère. Et ce déséquilibre de ton s'étend également à l'exécution des scènes d'action. Par exemple, et j'en ai déjà un peu parlé, la séquence des tonneaux mêle des tentatives de tension avec les attaques des orques, avec des éléments presque cartoonesques, comme des plans en GoPro ou des cascades ridicules, où les personnages semblent défier les lois de la physique. Je pense que si tu montres cette séquence à Isaac Newton, je pense qu'il est en PLS, le pauvre, rit pas lui d'ailleurs. Bref, le résultat c'est qu'on a une espèce de séquence qui oscille entre le sérieux et l'absurde, sans jamais trouver un juste milieu. Et en parlant des choses dont on avait déjà parlé dans le premier film, évidemment, le CGI, quoi, les effets spéciaux qui sont clairement en déclin. Et parce que l'une des raisons pour lesquelles la trilogie du Seigneur des Anneaux est si mémorable, c'est son utilisation magistrale d'effets pratiques et de décors réels. Peter Jackson et son équipe avaient mis un soin incroyable à construire un monde tangible, où chaque costume, chaque arme et chaque paysage semblait authentique. Malheureusement, ce niveau de détail est presque entièrement absent dans la désolation de Smaug. Tout d'abord, le film est saturé de CGI, et ça se voit. Les décors, autrefois si vivants, sont remplacés par des environnements numériques qui manquent de texture et de profondeur. Et même des scènes simples, comme les personnages qui marchent dans une forêt ou chevauchant à travers les plaines, sont filmés devant un fond vert, donnant au film un aspect artificiel et surtout gênant. Et si on parle de Smaug, puisque là, depuis tout à l'heure, on parle de la désolation de Smaug, parlons un peu du dragon, parlons un peu de Smaug. Bon, ok, bien qu'il a été interprété avec une grande passion par Benedict Cumberbatch, malheureusement, même notre ami le dragon souffre également de ce traitement. Et si sa première apparition est impressionnante, certains autres plans plus tard dans le film manquent clairement de finition.
Des détails importants comme la texture de ses écailles ou la luminosité de son souffle de feu semblent incohérents d'une scène à l'autre, créant une impression d'inégalité dans la qualité des effets visuels. Et ce contraste est encore plus flagrant dans les séquences d'action, où les effets CGI, les effets spéciaux, prennent souvent le dessus, donnant au personnage un aspect plastique et irréel. Et une autre conséquence de cette dépendance aux effets numériques est la perte de l'authenticité des ennemis, puisque dans le Seigneur des Anneaux, les orques étaient des vrais acteurs en costume et en maquillage, attention, ce qui les rendait uniques et effrayants, alors qu'ici, ils sont tous presque générés par ordinateur, ce qui les rend moins mémorables et surtout, génériques. Il n'y a plus cette sensation de menace tangible. Même des moments qui auraient pu être épiques, comme les confrontations avec les araignées géantes, tout ça, ça tombe à plat, à cause de l'aspect trop numérique des créatures, on n'y croit pas en fait. Et même le choix des designs des personnages sont parfois discutables. Si on prend Legolas par exemple, il bénéficie d'un effet numérique pour rajeunir son visage, et le résultat est en fait étrange et dérangeant, un peu uncanny valley entre guillemets, et ça lui donne un air artificiel qui le rend moins crédible. Déjà qu'en plus Orlando Bloom n'est pas un super acteur, alors en plus tu rajoutes l'espèce de filtre Instagram dégueulasse, c'est quand même complexe à la fin. En fait, cette surexposition aux effets visuels un peu tous azimuts finit par émousser l'impact émotionnel du film, car il devient difficile de se connecter à un monde qui ressemble en fait à un jeu vidéo PS3. Et en fait, on a devant nous un film qui s'égare, puisque la désolation de Smaug incarne parfaitement le problème central de cette trilogie. Il y a un manque de direction claire, et en cherchant à gonfler artificiellement la durée de l'histoire pour en faire 3 films, les scénaristes ont rempli le récit de sous-intrigues inutiles, de personnages superflus et de scènes d'action interminables. Et le résultat, c'est un film qui perd de vue son objectif principal, c'est-à-dire raconter l'aventure de Bilbon. Et si on en revient rapidement sur l'inclusion de Sauron, je l'ai déjà dit, ça détourne l'attention de l'histoire de Bilbon pour la recentrer sur une espèce de menace mondiale qui n'existait pas dans le livre de base. Et ça dilue l'impact du récit original, qui était, je le répète, une aventure intime, centrée sur la croissance personnelle de Bilbon sur son développement de personnage, avec de petits personnages craintifs et peureux qui veut pas trop sortir, à aventuriers chevronnés. De même, des ajouts comme le triangle amoureux entre Toriel, Kili et Legolas sont non seulement inutiles, mais aussi profondément ennuyeux, je trouve pas ça très bien écrit, pour être tout à fait honnête avec vous. Ces intrigues secondaires n'ajoutent rien à l'histoire principale et semble uniquement là pour allonger la durée du film. Le film souffre également de problèmes de rythme, alternant entre des séquences d'action frénétiques et des passages narratifs lents et monotones. Par exemple, l'introduction de Bard et des intrigues politiques à Esgaros aurait pu être intéressante, mais tout ça s'est étiré à l'excès, avec des sous-intrigues inutiles impliquant le maire et son serviteur Alfred, un personnage comique d'ailleurs qui ne parvient jamais vraiment à être drôle. Et finalement, le film se termine sur une note un peu anticlimatique, avec Smaug qui quitte la montagne afin d'attaquer Lake Town, l'espèce de village. Et cette fin abrupte souligne à quel point l'histoire a été délibérément fractionnée afin de justifier une trilogie qui clairement n'avait pas lieu d'être. Et au lieu de conclure naturellement, le film s'arrête brutalement, laissant le spectateur des plus frustrés. Et au final, ce film c'est un gâchis monumental. Et avec ça, la trilogie Hobbit s'éloigne encore davantage de son matériau d'origine et de l'héritage laissé par le Seigneur des Anneaux et notre ami Tolkien rit pas lui. Et ce film, saturé de remplissage inutile et de CGI des plus médiocres, sacrifie la magie et l'authenticité du conte original du Hobbit au profit d'une production gonflée et totalement incohérente. Donc voilà, c'est un film des plus médiocres, je dirais, médiocre sur 20. On va dire si je devais donner une note, et encore une fois le potentiel est là, mais il est enterré sous une montagne de mauvais choix créatifs. Et donc maintenant on va essayer de voir si le troisième film réussit à empirer les choses, et spoiler, il y arrive. Donc voilà, maintenant on va enfin passer au dernier opus de cette trilogie. Bien évidemment là il s'agira de la bataille des 5 armées. Alors déjà on va le dire, c'est un film qui n'a pas de raison d'être. Déjà on commence en mettant les pieds dans le plat, puisque le plus grand défaut de ce film, c'est-à-dire la bataille des 5 armées, c'est son existence. Juste le fait qu'il existe, déjà il y a un problème. Et il l'adapte dans un film de près de 2h30. Donc forcément, vous connaissez déjà le problème, le film est contraint de sur-remplir son intrigue avec beaucoup d'ajouts superflus, souvent au détriment de son personnage principal, Bilbon, que l'on voit quasiment pas. Puisque dans le livre, et j'en ai déjà un peu parlé au tout début de la vidéo, Bilbon est absent de la bataille. Tolkien a choisi de lui faire perdre connaissance pendant le combat, afin de souligner l'utilité et l'absurdité de la guerre. Tout simplement, Bilbon il allait taper une petite sieste. Et ce choix narratif est totalement ignoré ici. Et le personnage est réduit en fait à un spectateur passif dans son propre film. Et ça conduit à un paradoxe des plus ironiques. Un film nommé Le Hobbit relègue le Hobbit en question, c'est-à-dire Bilbon, à l'arrière-plan, afin de se concentrer sur une bataille qui, dans l'esprit du livre, n'a jamais été un point central. Et même si, effectivement, on rapproche un peu de cette bataille d'un délire un peu, c'est-à-dire Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, eh bien, même dans le Seigneur des Anneaux, chaque bataille avait un objectif clair et une tension émotionnelle palpable. Alors que, par contraste, la bataille des 5 armées ressemble plus à une excuse pour prolonger l'action. Déjà, les motivations de chaque faction sont des plus floues. Alors, on a les elfes qui veulent un collier qui n'a jamais vraiment été introduit dans les films précédents, les humains veulent une
compensation financière, ce qui est raisonnable mais mal traité à l'écran. Les orques sont des gros méchants pas beaux génériques envoyés par Sauron, qui n'a aucune raison logique d'intervenir ici, je tiens à le dire. Les enjeux sont artificiels, alors que, je le répète, Tolkien utilisait cette bataille à la base dans le livre pour critiquer l'avidité et les conflits inutiles. C'est d'ailleurs pour ça que Bilbon décide d'aller se tailler, quoi. Il voit ses 5 armées se battre, il dit écoutez, moi j'ai pas que ça à branler. C'est tout. Vraiment, c'est un truc de con, moi je me taille. C'est ce qu'il dit, Bilbon. C'est ça le truc. Tolkien a utilisé cette bataille pour critiquer l'avidité et les conflits inutiles. D'autant plus que, peut-être que vous le savez, mais Tolkien a fait la guerre. Il a participé notamment à la bataille de la Somme, où des centaines de milliers de jeunes hommes sont morts pour rien du tout. Donc t'inquiète pas que Tolkien l'avait un peu en travers de la gorge, cette histoire de guerre. Il avait absolument pas envie de montrer une bataille épique. Non, il voulait juste montrer une bataille stupide. Mais malheureusement, le film décide d'aller totalement à l'encontre du message de Tolkien en amplifiant cette guerre avec des séquences de combat interminables et des sous-intrigues inutiles. Et même si on se dit vas-y, on va essayer de se taper une belle bataille un peu comme la bataille du gouffre de Helm ou de Pelennor, bah en fait le problème c'est que ces combats-là avaient un sens stratégique et utilisaient habilement la géographie et les capacités des personnages, bon, bref voilà, il y avait un intérêt. Sauf que là, dans cette bataille des 5 armées, en fait c'est juste un chaos numérique sans logique. Tout le monde fonce dans le tas, sans rime ni raison, sans stratégie ni tactique, donc c'est un peu con. Et même encore, on parle de bataille des 5 armées, mais moi la vérité j'ai pas compté 5 armées. C'est-à-dire que, bon ok, il y a les nains, il y a les elfes, il y a les humains, et il y a les orques. Il y a 4 armées, hein. À part si tu comptes 2 fois les orques, parce qu'effectivement, l'armée des orques est divisée en 2, mais enfin, je veux dire, bon, je sais pas si ça justifie le fait de compter les orques 2 fois. C'est con, pour moi, c'est la bataille des 4 armées, hein. Je suis vraiment désolé. Après, tu me diras, Legolas est tellement complètement cheaté dans ce film que, d'une certaine manière, tu peux compter Legolas comme une armée à part entière. Donc, à la limite, ok, vas-y, pour la bataille des 5 armées, je veux bien vous accorder ça, pourquoi pas. Bref. D'ailleurs, juste avant de reparler de cette bataille complètement abusée, on va parler un peu de l'usage excessif des CGI, si vous voulez bien. On en a déjà parlé lors du film précédent, mais bon, là, on va le dire, les effets spéciaux atteignent ici leur point le plus bas dans la trilogie. Là, il est question de surcharge de CGI qui rend l'action absolument insipide, et le film perd tout le réalisme tangible qui faisait la force des batailles du Seigneur des Anneaux. Quelques exemples marquants, hein. Bon, déjà, les orques sont encore une fois entièrement numériques, sauf que là, il y en a beaucoup. Donc ça se voit encore plus, et d'ailleurs, contrairement à la trilogie originale, hein, où chaque orc était représenté par des acteurs maquillés, voilà, donc ce choix retire toute menace visuelle et physique des ennemis. Les environnements sont totalement et entièrement numériques, ce qui donne effectivement une impression de jeu vidéo. Et encore une fois, on compare ça avec Le Seigneur des Anneaux. Il me semble que Le Seigneur des Anneaux était filmé, je crois, en Nouvelle-Zélande, il me semble. Hein. Bref, c'était vraiment absolument magnifique. Bon, c'est pas du tout le cas dans cette trilogie, et tout particulièrement dans ce dernier film. Et d'ailleurs, la montagne solitaire et ses environs manquent de poids et d'immersion, ce qui crée un décalage constant entre les personnages et leur environnement, puisqu'ils sont tous putain de CGI. C'est quand même complexe. Et bien sûr, à côté de ça, voilà, il y a des personnages un peu cheatés. Des personnages un peu trop pétés, un peu trop derzés, des personnages qui clairement ne sont pas à leur place dans cet univers. Je pense qu'on pourrait les mettre effectivement dans Ken le Survivant, dans DBZ, dans My Hero Academia. Évidemment, suivez mon regard, je parle de Legolas. Un Legolas qui n'a jamais été aussi pété que dans ce film, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de la séquence où il court sur des blocs de pierre qui tombent dans le vide. Enfin... Je veux dire, Legolas a pété le game. Le gars, bon, voilà. Juste cette scène uniquement détruit toute suspension d'incrédulité. Là, c'est plus une aventure fantastique. En fait, c'est une parodie de parodie. Je suis vraiment désolé, non. Legolas a pété le game. Legolas, non, il a flingué le film. Je suis désolé, vraiment. D'ailleurs, en parlant de personnages déséquilibrés, déjà, je l'ai déjà dit, Bilbon est inexistant. Donc, comme mentionné, Bilbon, le personnage titulaire, c'est quand même censé être le Hobbit, hein, voilà. Il est réduit à un rôle mineur. Ces scènes sont rares et souvent dénuées d'importance narrative, et ça trahit, en fait, l'essence même du récit. Je tiens à le rappeler, hein. Bilbon était censé, à la base, être un livre donc pour enfants. C'était surtout, comment dire, un peu une étude de personnage. C'est comment un personnage un peu peureux, un peu craintif, va devenir de plus en plus aventureux. Le problème, c'est que là, on le voit pas du tout dans ce film. Et ça trahit, je le dis, l'essence du récit. Puisque c'était censé être une histoire centrée sur le personnage de Bilbon. Et sur sa montée en puissance. Donc voilà, déjà, il y a un problème. Ensuite, on a Thorin, qui est, on va dire, le moins pire de tous les personnages du film. Je pense que Thorin est plutôt sympathique, mais malheureusement, son arc est un peu maladroitement écrit. Donc il a effectivement la maladie du dragon, qui avait frappé son grand-père, il me semble, hein, qui est donc un concept inventé, qui sert de raccourci scénaristique pour expliquer son comportement cupide et paranoïaque. Ça explique pourquoi il décide de ne pas donner d'or à personne. Voilà. Bon. Ensuite, il y a bien évidemment, j'en ai déjà parlé, le triangle amoureux inutile entre Kili Toriel et Legolas, qui est non seulement superflu, mais également mal écrite. Elle détourne totalement l'attention de l'histoire principale et ajoute des scènes inutiles et forcées. On a Alfred, un personnage vraiment chiant, qui est une espèce de tentative de comique de situation, mais c'est un échec total. Non seulement il est irritant, mais son rôle n'apporte rien à l'intrigue. Il prend un temps d'écran
précieux qui aurait pu être utilisé pour développer les personnages principaux ou même les enjeux du film. Sauf que voilà, t'as l'impression que la moitié du film c'est juste Alfred qui fait le con devant la caméra quoi. Après bon, malgré tous ses défauts, il y a quand même quelques éléments qui parviennent à se démarquer de ce film. Déjà il y a une performance quand même sympathique des acteurs. Parce que malgré un mauvais scénario et une mauvaise écriture, quand même Martin Freeman avec Bilbon, Richard Armitage avec Thorin et Ian McKellen avec Gandalf donnent tout ce qu'ils peuvent. Hein. Tu sens qu'effectivement ces acteurs y croient vraiment et donc ils y vont à fond. Et les moments où ils sont au centre de l'histoire rappellent brièvement ce que cette trilogie aurait dû être, en fait, c'est-à-dire un film bien écrit et centré sur les personnages et pas sur les CGI. Et d'ailleurs, la mort de Thorin et sa réconciliation avec Bilbon à la fin sont parmi les rares moments authentiques du film. Elles offrent un peu de gravité émotionnelle bien écrite cette fois, parce que c'est pas de la gravité émotionnelle qui est complètement déséquilibrée en termes de ton par rapport au reste du film. Donc voilà, bon bref, c'est sympathique. Je l'ai déjà dit, Thorin, même si le délire de maladie du dragon c'est un peu bizarre, est quand même, on va dire peut-être le personnage le mieux écrit de la trilogie. Thorin est vraiment sympathique. Voilà, malgré le fait que bon, sa maladie est un peu bizarre. Et en plus, le fait qu'il ressemble à Aragorn, le délire un peu épique superficiel, bon voilà, je suis pas un gros fan, mais le personnage est sympa, l'acteur est sympa, bon. Fermons les yeux là-dessus. Et le design de Smaug, pour le peu qu'on le voit, il reste très impressionnant visuellement et narrativement. Et sa confrontation initiale avec Bard est bien exécutée, même s'il aurait dû être intégré au film précédent. Parce qu'en réalité, c'est un peu ridicule. Le dernier film se termine avec Smaug qui va aller clairement casser des bouches. Le problème, c'est que le troisième film, bah voilà. On voit Smaug se faire rentrer dedans, se faire balayer, en l'espace de même pas 10 minutes. C'est clair qu'en termes de scène anticlimactique et qui casse l'ambiance, je crois que voilà, l'introduction de ce film est vraiment très bien. Quoi. Et on va dire, la bataille des 5 armées, pour en finir rapidement, bah ça représente tout ce qui ne va pas avec cette trilogie. C'est une expansion inutile d'une histoire qui à la base était concise, une surenchère d'effets visuels et un éloignement des thèmes centraux du livre. C'est pas un mauvais film en soi, mais c'est pas du tout un film du Hobbit. Et donc la note finale, c'est schlag sur 20. Voilà. Schlag sur 20, et on s'arrête là. C'est un film qui s'effondre sous le poids de ses ambitions, et sous le poids de ses mauvais choix scénaristiques, artistiques et créatifs. Et il est difficile de considérer cette trilogie comme une adaptation fidèle ou même une œuvre digne de l'univers de Tolkien. Je suis désolé de le dire. Alors voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format. Je tente plein de trucs différents, hein. Du storytelling, des critiques de trilogie, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces films ou pas. D'ailleurs, si vous avez aimé, dites-moi pourquoi vous les avez aimés. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.